Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de m'adresser à nouveau à vous en tant que président du Conseil de surveillance. L'année 2012 a été une année de progrès pour les sociétés du groupe Eurazeo, avec une forte progression de leurs résultats, une baisse de la dette consolidée du groupe et une augmentation de la trésorerie consécutive aux cessions réalisées depuis l'automne dernier. Sur l'année 2012, l'actif net réévalué de votre société a progressé de 16% dans un environnement pourtant chahuté. En dépit du résultat net part du groupe qui apparaît négatif du fait d'éléments exceptionnels, les résultats d'Eurazeo sont de bons résultats qui traduisent la solidité de notre portefeuille et la qualité du pilotage réalisé par les équipes d'Eurazeo. Je voudrais m'arrêter un instant avec vous pour évaluer ce que représente le rôle d'actionnaire professionnel de long terme que joue Eurazeo dans le monde d'aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais souligner combien les entreprises se portent mieux que les pays aujourd'hui. Moins endettées, elles ont une vision plus claire de leur avenir. Et quand on regarde la France de l'étranger, on est même impressionné par la qualité d'un certain nombre d'entreprises françaises qui ont su se diversifier géographiquement et qui jouent désormais un rôle important dans l'économie mondiale. C'est le cas de plusieurs entreprises dont Eurazeo est ou a été un actionnaire actif. Ceci dit, de nombreuses entreprises restent encore trop dépendantes de leur marché domestique, ce qui les prive de relais de croissance. Il y a en effet quelque chose d'assez frappant en France, ce qui ne nous amène pas très loin du métier d'Eurazeo, c'est le manque de capitaux, permettant notamment de se développer à l'international. Les institutionnels, classiquement en France, les banques et les compagnies d'assurance, sont en effet de moins en moins présents au capital des entreprises françaises, du fait des ratios prudentiels qui leur sont imposés. Les capitaux des entreprises manquent cruellement en France. Mesdames, Messieurs, il faut en faire le constat, il ne reste pas grand monde pour être actionnaire des entreprises. Et comme le faisait remarquer Jacques Attali dans un entretien que j'ai eu avec lui et qui figure dans le rapport annuel d'Eurazeo, ce qui manque en France, c'est le capitalisme patient. Le capitalisme patient, ce sont des actionnaires qui investissent en ayant une idée du long terme pour aider les entreprises à évoluer dans le monde qui est le nôtre. Le capitalisme patient dans d'autres pays, ce sont les fonds de pension et les fonds souverains qui investissent pour les générations futures. Le capitalisme patient en France, ce sont des actionnaires comme Eurazeo et des actionnaires comme vous qui investissez dans Eurazeo. Notre investissement dans Rexel est une bonne illustration. Nous sommes actionnaires de cette grande société depuis plus de 8 ans. Au cours de cette période, appuyée sur un management de qualité, cette société s'est profondément transformée. Et cette durée d'investissement n'est pas exceptionnelle. Nous sommes restés actionnaires de Danone pendant plus de 25 ans. Ce capitalisme patient crée de l'emploi. Il est soucieux de sa responsabilité sociale et environnementale. Et nous le démontrons chaque jour chez Eurazeo. Le temps d'Eurazeo est plus long que celui de la bourse. Nous investissons en moyenne sur 5 ans. Ce long terme nous permet d'aider nos participations, non seulement en les accompagnant en tant qu'actionnaires, mais aussi en les amenant à se remettre en question et, in fine, à se transformer. Nous considérons avoir une responsabilité vis-à-vis de nos participations, en fait, bien au-delà de notre engagement financier. Non, il n'existe pas chez Eurazeo deux visions, celle de l'entrepreneur et celle du financier. Il n'y a qu'une vision et elle est de long terme au service du développement économique de nos participations. Je vais maintenant céder la parole à M. Philippe Audouin qui vous présentera les comptes de notre société. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous présenter les comptes de votre société relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2012. Laissez-moi vous dire dès maintenant ce qui caractérise cet exercice.
D'abord, une poursuite de la croissance de notre chiffre d'affaires en 2012, en dépit d'un environnement économique déprimé. Ensuite, la contribution à notre résultat des sociétés du groupe a, de nouveau, progressé de façon importante. Le résultat net consolidé, comme le disait M. David Veil, est négatif du fait d'éléments non récurrents que je vais vous détailler. Enfin, la situation financière de votre société est et reste très solide. Ce dynamisme se traduit dans le chiffre d'affaires économique du groupe, qui progresse de près de 3% à 8,3 milliards d'euros. Il s'agit du niveau le plus élevé jamais atteint par notre groupe. Je rappelle que le chiffre d'affaires économique se compose de notre chiffre d'affaires consolidé pour 4,4 milliards d'euros et de notre part proportionnelle au chiffre d'affaires des sociétés consolidées par mise en équivalence pour 3,9 milliards d'euros. Regardons maintenant le résultat consolidé du groupe Eurazeo. La contribution des sociétés du groupe à notre résultat, net des coûts de financement, progresse fortement de 138 millions d'euros à 238 millions d'euros. Cette contribution au résultat des sociétés du groupe est un indicateur important, c'est en quelque sorte un des moteurs principaux de notre résultat. Elle fournit un bon reflet de la dynamique du groupe. Cette progression résulte à la fois de l'amélioration des performances des principales sociétés du groupe et de la baisse concomitante des frais financiers. Les autres éléments récurrents de notre résultat sont en baisse de moins 18 à moins 209 millions d'euros. Ce chiffre inclut notamment l'impact des cessions réalisées par notre filiale ANF Immobilier sur la valorisation de son patrimoine et la hausse des impôts. Cette hausse d'impôts trouve son explication d'une part dans l'amélioration des résultats des sociétés du groupe, dont nous avons déjà parlé et qui se traduit naturellement par une hausse des impôts, et dans l'impact des mesures fiscales récentes entrées en vigueur au cours de l'exercice 2012. Enfin, les éléments non récurrents se montent à 298 millions d'euros. Je vous les détaillerai dans un instant. Au final, le résultat net part du groupe se monte à moins 198 millions d'euros. Un mot maintenant sur les éléments non récurrents qui ont pesé sur notre résultat consolidé. 4 éléments expliquent près de 80% du total de ces éléments non récurrents. Il s'agit des cessions réalisées par ANF Immobilier, des charges exceptionnelles du groupe Accor, principalement liées à la cession de sa branche américaine Motel 6, du refinancement d'Europcar et des dépréciations de goodwill. En dépit de leur impact négatif dans nos comptes, 3 de ces 4 éléments traduisent en réalité des événements positifs pour le groupe Eurazeo. La cession partielle du parc immobilier d'ANF s'est faite dans de très bonnes conditions. Le patrimoine lyonnais a ainsi été cédé sur la base d'un taux de capitalisation de 4% pour l'acheteur, alors que ce même patrimoine a généré un taux de rendement interne de 15% pendant 7 ans, pendant lesquels ANF et ses équipes ont travaillé à son développement. La cession de Motel 6 par Accor a permis à la fois une amélioration significative de la marge d'Accor et une réduction importante de sa dette. Le marché avait d'ailleurs salué cette opération avec une progression du cours d'Accor de 5,8% le jour où celle-ci a été annoncée. Enfin, les opérations de refinancement réalisées chez Europcar entre décembre 2011 et juillet 2012 se traduisent à la fois par une réduction très significative des frais financiers d'Europcar, qui baisseront de plus de 30 millions d'euros en année pleine, et par le report de la prochaine échéance de dette corporate d'Europcar de 2013 à 2017. Passons maintenant à notre résultat social. Avec la contribution des sociétés du groupe, que nous avons détaillée il y a un instant et qui donne une idée de la dynamique économique du groupe, le résultat social est également un indicateur intéressant de la performance d'une société telle que Eurazeo. Dans la durée, il traduit au plus près et au fur et à mesure des cessions l'écart entre le prix payé pour un actif et son prix de cession. À cet égard, il est intéressant de noter que notre résultat social est resté constamment positif au cours des 10 dernières années, en dépit de la période chahutée que l'économie a traversée.
Pour terminer, j'aimerais vous présenter la situation financière de votre société et l'évolution de son actif net réévalué. Commençons par la situation financière. Comme vous le savez, Eurazeo a toujours souhaité conserver une structure financière solide, c'est-à-dire notamment une structure financière sans dette au niveau d'Eurazeo. C'est évidemment le cas aujourd'hui. Eurazeo n'a aucune dette structurelle et elle dispose en outre d'une trésorerie importante. La structure financière d'Eurazeo s'est encore renforcée au cours de la période récente. Au niveau consolidé, la dette nette, qui regroupe les dettes de nos différentes sociétés consolidées, a ainsi été réduite de 6,3 milliards d'euros à fin 2011 à 4,5 milliards d'euros aujourd'hui, une baisse de près de 30% en à peine plus d'un an. Sur la même période, la trésorerie a progressé de 138 millions d'euros à 651 millions d'euros, avant prise en compte de la section de Flexitalic Group qui a été annoncée hier soir. Par ailleurs, Eurazeo bénéficie toujours de sa ligne de financement de 1 milliard d'euros non tirée et donc intégralement disponible. Enfin, l'actif net réévalué d'Eurazeo a progressé de 3,2 milliards d'euros à 3,8 milliards d'euros au 26 avril 2013, soit de 48,9 euros par action à 58,3 euros par action, une progression de près de 19% et de près de 10 euros par action. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, bonjour. C'est la 11e fois qu'il m'est donné de m'adresser à vous lors de notre assemblée annuelle, et vous savez l'importance que j'attache à cet entretien avec chacun d'entre vous. Parce que nous vivons une période exceptionnelle, plus que jamais, votre société Eurazeo joue un rôle essentiel dans le financement de l'économie française et européenne. En effet, nous vivons une période exceptionnelle parce que le rapport de force entre l'Europe et le reste du monde est en train de changer significativement. Nous vivons une période exceptionnelle car l'Europe se doit de repenser son modèle socio-économique, sans quoi le risque d'explosion du système est fort. Nous vivons une période exceptionnelle car nous ne pouvons plus continuer à nous entêter à reporter sur les générations futures la charge de notre train de vie actuel. Nous avons atteint un niveau de financement de l'économie par la dette publique qui ne peut pas se poursuivre, sauf à réduire significativement la valeur de ces dettes. Malgré les promesses des uns comme des autres, vous le savez, la règle d'or, la fameuse règle d'or, ne sera respectée ni en 2016 ni en 2017. S'agissant du secteur privé, les agents économiques ont, eux, compris le danger du recours excessif à la dette. Vous le savez, les LBO ne sont plus en vogue. Les entreprises se désendettent, comme Philippe Audouin vient de vous le démontrer. Le financement en fonds propres est devenu la clé. Or, notre président vous le disait, les fonds propres n'ont jamais été aussi rares. Absence de fonds de pension nationaux, désengagement des banques et des compagnies d'assurance du financement de l'économie, méfiance des investisseurs étrangers, qu'il s'agisse de fonds de pension ou d'investisseurs souverains. Est-ce que vous savez que les levées de fonds par les opérateurs du capital investissement français étaient en 2012 de 5 milliards d'euros, soit seulement 50% du niveau qui prévalait en 2008. Dans ce contexte, le rôle d'Eurazeo est plus que jamais essentiel. Je l'ai dit, je l'ai écrit, notre ambition est de répondre aux défis majeurs du financement en fonds propres des entreprises françaises et européennes en accompagnant le développement et la transformation de nos participations dans le but de créer de la valeur pour tous nos partenaires. Alors, que retenir de cette année 2012 ? 3 éléments clés. D'abord, Eurazeo va bien, avec, on vous le disait, un résultat d'exploitation net du coût de financement qui a progressé pour la 3e année consécutive pour s'établir à 238 millions d'euros, en augmentation de 70% par rapport à l'année 2011. Eurazeo va bien également
parce que d'une année sur l'autre, l'actif net réévalué par action, qui est quand même la mesure de la valeur et de la progression de la valeur de ce que nous faisons, a progressé de 16% pour atteindre à aujourd'hui une valeur de 60 € pro forma de la cession de Flexitalic et avant, évidemment, le règlement du dividende. Ensuite, Eurazeo, c'est, comme nous vous l'avons dit, complètement désendetté au niveau de la société mère. Elle dispose de plus de 600 millions d'euros de trésorerie nette. En réalité, après l'opération Flexitalic, c'est près de 800 millions de trésorerie nette. Nous reparlerons de Flexitalic un peu plus tard. Enfin, et c'est un point important, Eurazeo dispose d'une organisation qui a été mise en place à la fin de l'année dernière pour lui permettre d'être encore plus efficace dans la recherche et l'identification d'opportunités d'investissement et dans l'accompagnement des entreprises sur les prochaines années. J'ai demandé à Virginie Morgon, qui est ici présente, de prendre la responsabilité de Chief Investment Officer d'Eurazeo en charge d'Eurazeo Capital. Fabrice de Godemar, Chief Investment Officer d'Eurazeo Croissance, prend la responsabilité de cette activité. Bruno Keller, directeur général, est en charge évidemment d'Eurazeo Patrimoine. Et Olivier Millet, qui est président du directoire d'Eurazeo PME, suit cette activité, et notamment Flexitalic, dont on reparlera. Fruit d'un travail d'analyse stratégique sur les forces et les faiblesses de votre société, cette organisation, qui a été validée par votre conseil de surveillance, nous positionne pour les années à venir. La rotation des actifs, de même que leur répartition équilibrée, est depuis de nombreuses années un principe cardinal du modèle d'Eurazeo. Tout simplement parce que c'est le propre, pour une société comme Eurazeo, que de créer régulièrement de la valeur pour l'ensemble de ses actionnaires et démontrer à intervalles réguliers et de manière factuelle que cette valeur progresse. Il faut donc céder, lorsque les conditions s'y prêtent, certaines de nos entreprises. Alors, lorsque les conditions s'y prêtent, cela veut dire quoi? Cela veut dire que deux conditions doivent être réunies. La première, c'est que de la valeur a effectivement été créée entreprise par entreprise, notamment par l'amélioration de leur performance opérationnelle, mais c'est aussi que les conditions de marché doivent être optimales. Dans certains cas, même si nous avons le sentiment qu'une partie de la valeur a été créée, elle n'est pas nécessairement reflétée dans les conditions de marché, soit parce que le secteur n'est pas en vogue, soit simplement parce que le marché lui-même n'a pas encore apprécié les perspectives de la société en question. Il faut donc, à nouveau, savoir faire preuve de ce capitalisme patient, comme le disait notre président. À l'inverse, quand le marché est là, il faut faire preuve d'opportunisme, à l'achat comme à la vente. Alors, la rotation du portefeuille, ça a été en 2012 deux opérations structurantes. La première, la sortie partielle de Rexel. Ça faisait longtemps que nous évoquions la logique d'une augmentation du flottant de Rexel. Deux choses sont intervenues. D'abord, l'activité nord-américaine de Rexel, qui passait pour difficile, a fait la preuve de sa résistance. Et de ce fait, le statut boursier de Rexel a véritablement changé, la société étant enfin perçue comme moins cyclique et surtout apte à dégager un cash flow significatif. Une fenêtre d'opportunité s'est dessinée début 2012 à la date de la décision prise par la Banque centrale européenne d'injecter de la liquidité dans le système bancaire. Nous avons fait preuve d'opportunisme et nous en avons aussitôt profité. Nous avons, en 2013, poursuivi les cessions de titres Rexel, ce qui a eu un effet favorable sur le cours de bourse, car la liquidité a amené de nouveaux investisseurs. Deuxième opération de rotation d'actifs, la cession d'une partie significative des actifs d'ANF. Évidemment, nous avons cédé ceux des actifs qui nous paraissaient le plus mûrs, et donc, par conséquent, ceux qui, de notre point de vue, nous paraissaient, avec Bruno Keller, les moins propices à une rapide revalorisation. D'abord, les immeubles de la rue de la République à Lyon, qui avaient connu une performance de 15% par an, comme cela a été dit, à l'exception du pâté de maison qui correspond au grand magasin du Printemps et que nous conservons. Ensuite, l'ensemble des murs du portefeuille d'hôtels B&B que nous avions racheté via ANF il y a quelques années, lorsque Eurazeo a pris la décision de se désengager d'abord des murs, puis de la société elle-même. Nous avons réalisé ces opérations dans d'excellentes conditions, sur les murs d'hôtels, sur la rue de la République. Sur la rue de la République, ça a été dit, sur la base d'un taux de capitalisation proche de 4%, ce qui est évidemment excellent. Mais surtout, et je dois le dire, ce qui est important, au mieux des relations que nous conservons avec la ville de Lyon
et qui est vraiment ravi de voir un investisseur de très long terme, le Fonds souverain d'Abu Dhabi, investir dans cette ville très bien gérée. Comme quoi, lorsque les choses se passent bien, on peut faire venir de l'argent étranger. S'agissant des hôtels, nous les avons cédés essentiellement à la Foncière des Murs, une société que nous connaissons bien. Au total, c'est à peu près 12% de notre actif net réévalué qui a été cédé en 2012. Si on rajoute les opérations réalisées au début de l'année 2013, et sans tenir compte de celle annoncée hier soir, à savoir Flexitalic, qui n'est pas encore réalisée, mais qui a été formellement signée, c'est en réalité 25% de notre actif net qui aura tourné sur une période à peine supérieure à 12 mois. J'aimerais maintenant vous dire un mot de certaines sociétés qui ont connu des développements dans la période récente. La première, et je tiens à rendre hommage aux dirigeants successifs qu'elle a connus, c'est Danone. Nous sommes très peu nombreux en Europe, en réalité une poignée, et peut-être encore moins en France, à pouvoir jouer le rôle d'actionnaire de long terme, sans contrainte de sortie. Nous avons joué ce rôle chez Danone. Eurazeo est rentré dans le capital de cette société, ça a été dit, il y a plus de 25 ans. Nous avons été néanmoins amenés à faire tourner notre portefeuille, partiellement lors de l'année 2008, et vous vous souvenez qu'au printemps 2009, nous avons décidé, eu égard à la crise financière qui suivait la faillite de Lehman, qu'il fallait augmenter la liquidité d'Eurazeo. À ce moment-là, nous aurions pu vendre nos actions Danone avec une décote. En réalité, nous les avons cédées avec une prime. Pour ce faire, nous avons émis en 2009 une obligation échangeable en actions Danone. C'était une opération complexe à monter. Mais aujourd'hui, grâce à la hausse du cours de Danone intervenue récemment, les obligations sont arrivées en zone que nous appelons zone de conversion forcée, c'est-à-dire qu'il nous est possible de provoquer la conversion des obligations. Certains investisseurs ont anticipé cette éventualité pour profiter du dividende versé par Danone. D'autres n'ont pas eu cette prescience, mais tous, les uns comme les autres, verront leurs titres convertis en actions de Danone, ce qui aura un impact sur notre compte de résultat de plus de 130 millions. Et grâce à cette opération, je vous disais qu'on a vendu avec une prime plutôt que cédé avec une décote, c'est plus de 200 millions que nous avons gagnés en plus en termes d'actifs nets réévalués. Ça fait à peu près 3 € par titre. Je crois que ça en valait la peine. L'autre opération qui a beaucoup fait parler d'elle récemment a été le changement de la gouvernance par la société Accor. En réalité, qu'est-ce qui nous a amené à accélérer la modification de la gouvernance de la société Accor et donc de remplacer son ancien président? Nous sommes effectivement convaincus que le groupe Accor est une société absolument exceptionnelle. C'est l'un des leaders mondiaux en matière d'hôtellerie, avec un groupe qui possède un parc de plus de 450 000 chambres, détenues directement ou indirectement en contrat de management ou en franchise. C'est également un groupe qui peut se vanter de marques très fortes, comme Sofitel, dont la force en Asie est incontestée, ou comme Ibis, dont la force est d'abord en Europe, mais aussi sur d'autres marchés dans le monde. Accor, c'est à la fois un savoir-faire, des actifs, un portefeuille de marques, mais aussi, et c'est dans le fond ce qu'il y a de plus important pour un groupe de services, des équipes talentueuses de par le monde. Néanmoins, l'hôtellerie est en phase de mutation très forte. Pourquoi ? Parce que la transformation qui se fait par la vulgarisation de l'Internet à partir de n'importe quel terminal, vos téléphones portables notamment, fait que le contact, qui était essentiellement physique ou téléphonique, ou avec les agences de voyage, entre l'hôtel et son client, est en train de changer du tout au tout. De ce contact dématérialisé sont nées quantité de nouveaux acteurs qui, dans le fond, visent à s'accaparer une partie de la chaîne de l'hôtellerie, en essayant de reprendre à leur compte la fonction de distribution, c'est-à-dire la fonction de commercialisation des chambres d'hôtel, pour récupérer une part significative de la valeur ajoutée. Certains d'entre vous êtes peut-être déjà coutumiers des services comme Expedia, Hotel.com et d'autres. Face à ce défi qui affecte tout le monde du tourisme, pas que celui du tourisme d'ailleurs, mais dans le tourisme aussi bien des compagnies aériennes, aux sociétés de chemin de fer, en passant par les restaurants, la plupart des acteurs, notamment américains, a réagi de la même façon, en se donnant les moyens de répondre à ces défis, en investissant pour y répondre et offrir plus de services que peuvent offrir ces sites sans hôtel, ce que j'appelle ces hôteliers sans hôtel. Accor ne doit pas, ne pouvait pas rester l'exception culturelle française, et il était nécessaire pour Accor d'avancer plus vite dans cette direction. Mais la mise en œuvre de cette stratégie devait donc être accélérée, et nous avons eu le sentiment, avec l'ensemble du conseil d'administration d'Accor, qu'il était nécessaire d'y mettre des hommes capables
de se positionner le plus vite possible dans cette redoutable compétition internationale. Alors oui, il est regrettable qu'un groupe comme le groupe Accor connaisse au bout de 8 ans son 3e changement de dirigeant. Oui, il est tout à fait regrettable de devoir changer le président d'une société à peine 2 ans après sa nomination. Oui, pour les actionnaires d'Accor, et peut-être certains sont là ici ce matin, il est regrettable, je dirais même frustrant, que ce changement soit intervenu à peine 2 jours avant l'Assemblée. Mais pour autant, et je voudrais le dire de la façon la plus claire, le rôle d'un investisseur comme Eurazeo, c'est d'être un investisseur responsable. Être un investisseur responsable, c'est parfois prendre des décisions qui ne sont pas faciles à prendre, c'est parfois prendre des décisions qui seront critiquées à court terme, mais dont on est persuadé qu'elles seront les bonnes décisions sur le moyen et sur le long terme. Vous en souvenez, la scission du groupe Accor pour donner naissance à Edenred n'avait pas été une décision facile à prendre. Elle avait été une décision largement critiquée à l'époque. Et pourtant, nous savions, avec le Conseil, que c'était une bonne décision pour Accor, pour Edenred, pour les collaborateurs des 2 entreprises et pour les actionnaires du groupe Accor de naguère. Quel parcours exceptionnel que celui d'Edenred, quelle transformation imprimée à l'entreprise par son dirigeant, quel réveil d'une belle endormie, désormais à l'avant-garde du grand projet de dématérialisation des tickets restaurants, et désormais présente sur de nouveaux marchés comme le Japon. Aujourd'hui, la cession de nos titres Edenred, le jour du plus haut du marché, après un parcours boursier exceptionnel, nous permet d'encaisser 295 millions d'euros en réalisant une plus-value de 360 millions d'euros. Si la conclusion trouve certes une traduction financière, c'est bien la solidité du projet industriel qui nous avait motivés. C'est la même logique industrielle qui nous motive aujourd'hui chez Accor. Il serait vain, comme M. David Veil l'a dit, d'opposer les 2 logiques industrielles et financières. Sur le long terme, et nous sommes un investisseur de long terme, elles vont nécessairement de pair. J'aimerais maintenant évoquer une société que vous ne connaissez sans doute pas, mais qui est un vrai succès pour Eurazeo et une fierté pour les équipes d'Eurazeo PME. Eurazeo a annoncé en effet hier soir la cession du groupe Flexitalic à la société de gestion anglaise Bridgepoint. C'est une très belle opération pour Eurazeo PME qui réalise un produit de cession de 145 millions d'euros. Au niveau d'Eurazeo, c'est une plus-value de 70 millions d'euros, un multiple de 2,4 fois, 2,9 fois au niveau d'Eurazeo PME. Mais surtout, Flexitalic est devenu le leader mondial des fabricants de solutions et de produits d'étanchéité pour le secteur de la production d'énergie, ainsi que pour les industries pétrolières et gazières, chimiques et pétrochimiques. En 2011, l'entrée d'Eurazeo PME dans le giron d'Eurazeo a permis au groupe de réaliser 2 acquisitions majeures à l'étranger qui lui ont ouvert de nouvelles portes sur ces marchés. Chez Eurazeo, nous considérons que nous avons une responsabilité vis-à-vis des entreprises que nous accompagnons, et cela au-delà de notre propre engagement financier. Flexitalic est d'ailleurs cédé à nos associés dans Foncia, qui seront accompagner le groupe dans sa trajectoire de croissance, avec l'ambition de doubler le chiffre d'affaires sur les 5 prochaines années. En réalité, nous l'avons multiplié par 10 en 8 ans. On leur souhaite en réalité d'avoir autant de succès que nous. Vous l'avez donc bien compris, Eurazeo va bien, tant sur le plan de nos résultats que sur le plan de notre situation financière. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est comment faire fructifier dans un environnement économique aussi déprimé que celui que nous connaissons en Europe. L'équation est fondamentalement différente de celle qui prévalait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, vous vous en souvenez, la croissance économique était au rendez-vous. Et le sujet que nous avions, c'est d'être capable de payer le juste prix, c'est-à-dire de ne pas surpayer les acquisitions que nous réalisions. Mais dans le fond, les sociétés étaient portées par la croissance économique. Et dans le fond, le seul risque ou la seule conséquence d'avoir payé un peu trop cher, c'était de devoir attendre plus longtemps pour réaliser une plus-value. Aujourd'hui, vous l'avez compris, la croissance économique n'est plus au rendez-vous. Et il faut donc aller chercher de la croissance pour nos sociétés où qu'elles se trouvent. Pour y arriver, nous avons, avec l'ensemble du directoire d'Eurazeo et les membres du comité de direction, pris le temps de réfléchir à différentes pistes. À l'issue de cette réflexion, et après concertation avec le conseil de surveillance, nous avons privilégié 3 axes fondamentaux pour aller chercher de la croissance. Le premier, c'est de travailler sur des secteurs sur lesquels on peut considérer comme certains que la croissance va rester forte sur les prochaines années. Le deuxième, c'est d'aller travailler sur des géographies où la croissance restera durablement plus forte qu'en Europe. Et le troisième, c'est de se dire tout simplement qu'on peut certes investir dans des sociétés en Europe qui sont mûres, mais qui en réalité recèlent un véritable potentiel de transformation et donc un potentiel de croissance.
Revenons sur les thèmes de croissance. Derrière les secteurs, nous avons cherché à identifier ce que nous appelons des invariants de long terme. C'est quoi ces invariants de long terme? Ce sont des tendances très fortes et durables pour les prochaines années. On en cite 3. Par exemple, il y aura sans doute plus de 500 millions de consommateurs qui vont atteindre un niveau de vie comparable au niveau de vie de type occidental dans les 10 prochaines années, et notamment en Asie. C'est aussi le vieillissement de la population occidentale, qui est devenu une réalité. Un troisième point qui nous paraît tout aussi important, c'est le problème de la satisfaction des besoins énergétiques de la planète, et donc la poursuite de la recherche des énergies fossiles et des énergies renouvelables. C'est autour de tout cela que l'équipe d'Eurazeo aujourd'hui est complètement dédiée pour aller effectivement rechercher de la croissance. Nous avons d'ailleurs, au niveau d'Eurazeo, ouvert tout récemment un bureau à Shanghai qui, je l'espère, nous permettra d'accélérer le développement de nos participations en Asie et de nouer des partenariats locaux dans cette zone. Je vous parlais à l'instant de responsabilité vis-à-vis de nos sociétés. Depuis 2011, Eurazeo s'est engagé, comme vous le savez, dans une démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise. Nous l'avons baptisé Eurazeo Ensemble. Notre engagement est à tous les niveaux, tant au niveau des participations qu'à celui de la société mère. Et elle comprend, entre autres, une charte publiée l'an dernier et un reporting très détaillé pour la 2e année consécutive, dont un extrait se trouve dans votre document de référence. Notre ambition est d'aider toutes nos sociétés à s'inscrire dans cette démarche de progrès, et nous créons au fur et à mesure les outils et les organisations nécessaires à cette progression. Signe tangible que notre action et que notre société est différente, Eurazeo a fait son entrée en 2012 dans l'indice ASPI Eurozone de Vigeo, qui est le leader de la notation extra-financière. Et parmi les 120 entreprises européennes de cet indice, je tiens à vous dire qu'Eurazeo s'est démarqué en étant l'unique société d'investissement. Alors, pour conclure, je dirais simplement 3 choses. D'abord, comme je l'ai dit au début, la légitimité et l'utilité économique de votre société sont plus fortes que jamais. Ensuite, malgré les 2 crises successives que nous avons traversées, la performance de votre société a été bonne, avec notamment un retour global pour l'actionnaire de 98% sur 10 ans. Ce retour global de l'actionnaire, c'est le taux de rendement interne en tenant compte à la fois de la croissance du titre et des dividendes qui ont été distribués sur la période. 98% pour Eurazeo, 38% pour le CAC 40. Comme je l'ai dit, votre société va bien et les plus-values récentes ou à venir, du fait de Flexitalic notamment, nous conduisent à rester confiants et à vous proposer un dividende en augmentation de 5% du fait de l'attribution d'actions gratuites. Je sais que vous êtes attachés à cette attribution. Nous allons poursuivre la rotation des actifs de notre société, ainsi qu'en témoigne la sortie de Flexitalit, et nous disposons d'ores et déjà de liquidités très conséquentes, sans compter notre ligne de crédit intégralement non tirée. L'ensemble nous permettra d'identifier et de réaliser des opportunités, mais dans un environnement économique qui va rester dégradé et donc dans un marché qui va être volatile. Au total, avec une gouvernance qui a bien fonctionné, une qualité de relation avec votre conseil de surveillance et notamment votre président qui ne s'est jamais démenti, je reste donc confiant pour l'avenir et persuadé de la poursuite de la croissance de nos actifs. Mesdames et messieurs, je vous remercie.